Le matin a commencé comme tant d'autres. Trop de café, pas assez à manger, et ce bourdonnement constant d'anxiété dans ma poitrine que j'avais depuis longtemps pris pour de la motivation. Je vivais depuis des mois sur de l'énergie empruntée, me convainquant que chaque mal de tête, chaque vertige, chaque essoufflement n'était qu'une fatigue que je pouvais surmonter. Je me disais que ralentir n'était pas une option, pas quand j'avais des délais à respecter, des factures à payer et une famille qui trouvait toujours des moyens de me rappeler ses besoins. À midi, je me tenais devant la salle de conférence, à mi-chemin d'une présentation pour l'un de nos plus gros clients. Les diapositives devenaient légèrement floues, mais je continuais à parler, ma voix restait stable, même si les bords de ma vision s'assombrissaient. Je me disais que ce n'était que du trac, peut-être de la déshydratation. Puis, lorsque je tendis la main vers le dossier sur la table, le monde bascula sur le côté. Il n'y eut pas de chute gracieuse, pas de temps pour me rattraper. Un instant j'étais debout, l'instant d'après je tombais dans le noir. Quand j'ouvris à nouveau les yeux, c'était à la lumière stérile des lampes d'hôpital et au bip rythmique des machines. Des électrodes froides étaient collées sur ma poitrine. Une perfusion tirait sur le creux de mon bras, et l'air sentait légèrement l'antiseptique. Une infirmière se pencha sur moi avec un sourire calme mais ferme, ajustant la perfusion tout en parlant. « Vous avez eu un événement cardiaque, dit-elle. Vous êtes stable maintenant. Nous vous avons surveillé de près. Vous avez de la chance que vos collègues aient réagi rapidement et appelé l'ambulance. » J'acquiesçai faiblement, les mots mettant du temps à s'imprimer. Puis elle ajouta, presque comme après coup, « Nous avons contacté vos personnes à prévenir en urgence. Vos parents ont été informés. » Quelque chose à l'intérieur de moi se tendit, attendant le son de pas familier. La voix inquiète de ma mère ou la tentative bourrue de réconfort de mon père. Les heures s'étirèrent en un jour. Puis deux. Personne ne vint. Pas un appel, pas un message, pas même un mot laissé à l'infirmerie. Allongé là, les moniteurs suivant chaque battement de mon cœur fragile, je compris que leur silence était plus fort que les machines. L'absence faisait plus mal que l'aiguille de la perfusion dans ma peau, plus que la douleur dans ma poitrine. Et la deuxième nuit, lorsque je tendis la main vers mon téléphone, l'écran s'illumina avec une seule notification qui rendait la vérité impossible à ignorer. 2 jours passèrent dans un flou de seringues, de moniteurs et de voix étouffées dans le couloir. Les infirmières allaient et venaient, demandant comment je me sentais, ajustant les fils qui me reliaient au lit. Mon corps était lourd, mais le silence de ma famille pesait plus que n'importe quelle perfusion ou moniteur. Je vérifiais sans cesse mon téléphone, me persuadant que peut-être le signal avait échoué, qu'il y avait eu une erreur à la réception. Chaque fois, l'écran restait vide. Le 3e matin, je me réveillai d'un sommeil léger au son d'un doux carillon. Pendant un instant, mon cœur bondit. Peut-être un message. Peut-être que quelqu'un s'était enfin souvenu de mon existence. Je pris le téléphone de mes doigts tremblants et déverrouillai l'écran. Ce n'était pas un appel. Ce n'était même pas un texto. C'était une notification d'Instagram. Mélissa m'avait identifié sur une photo. Je l'ouvris et ressentis la pièce basculer, même allongée à plat. Là, ils étaient, mes parents, mes 2 sœurs réunies autour d'une table de pique-nique au bord du lac. Ma mère souriait devant ses œufs mimosa, mon père tenait une bière, Pêche riait la tête rejetée en arrière. La légende de Mélissa, en lettres grasses et soignées, disait « Journée en famille sans drame ». Les mots me transpercèrent plus vivement qu'un scalpel. Je fixai leur visage, leur joie encadrée comme une célébration. Pendant que je restais là, attaché aux machines qu'ils n'avaient même pas daigné approcher. Pas un appel téléphonique. Pas une question pour savoir si j'étais vivante ou morte. Juste une photo taguée comme si j'étais une blague interne. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Mon pouce resta suspendu sur l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne dans l'obscurité. Dans ce silence, quelque chose en moi changea. Pas une explosion, mais une fracture silencieuse. Le genre qui ne crie pas, mais se scelle avec finalité. Je posai le téléphone, ma poitrine lourde mais étrangement claire, sachant au fond de moi qu'une ligne avait été tracée que je ne pourrais jamais effacer. Les jours s'étirèrent, marqués uniquement par le rythme du moniteur cardiaque et le soupir mécanique de la pompe à perfusion. Je guérissais lentement, mon corps se recomposant, mais le silence de ma famille restait intact. Après ce tag sur la photo, j'arrêtai d'espérer. Je me disais que cela m'était égal, bien que la douleur creuse dans ma poitrine me disait le contraire. Le 4e matin, je tendis de nouveau la main vers mon téléphone, plus par habitude que par espoir. L'écran s'illumina, et pendant un instant, je crus à un bug. 74 appels manqués clignotaient devant moi, empilés les uns sur les autres.
Je les fis défiler. Papa, 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 comme une liste sans fin. En dessous, un seul message non lu, nous avons besoin de toi. Réponds immédiatement. Aucun salut, aucune inquiétude, pas un seul mot sur ce qui m'était arrivé. Juste de l'urgence, dépouillé de contexte, comme si je n'étais rien d'autre qu'une ligne d'urgence injoignable. Je le lus 3 fois, attendant un mouvement intérieur, panique, culpabilité, instinct de saisir le téléphone et rappeler. Mais il n'y eut qu'une étrange immobilité, la clarté qui vient après trop de tempêtes. La rage arriva d'abord vive, éclatante, remplissant chaque veine. Puis elle s'éteignit aussi vite qu'elle était apparue, laissant seulement une compréhension froide et calme. Il n'était pas venu à l'hôpital parce que mon corps s'était effondré. Ils n'avaient pas appelé par inquiétude de me voir ne pas me réveiller. Ils appelaient maintenant parce que quelque chose s'effondrait pour eux. Je posai le téléphone face contre table, la vibration résonnant encore à travers la surface tandis que de nouveaux appels arrivaient. Je ne décrochais pas. Je ne pouvais pas. La vérité était trop claire maintenant, et elle pesait plus lourd que n'importe quel moniteur. Je me tournai vers la fenêtre, laissant la lumière du soleil se répandre sur le sol, et pensai au seul numéro que je n'avais pas osé composer depuis des mois. Le texto de mon père brillait encore sur l'écran, froid et tranchant. Quand je posai le téléphone et parcourus mes contacts, mon doigt hésita sur les noms que je n'appelais plus jamais, puis s'arrêta sur un que j'avais laissé intact pendant des mois, grand-papa. J'étais sur le point de refermer. Honte, fierté et anciennes embarras s'entremêlaient. Mais avant que je ne réfléchisse trop, j'appuyai sur le bouton d'appel. Il décrocha à la 2e sonnerie. Et loin, sa voix ne montrait ni hésitation ni irritation face au silence que j'avais gardé entre nous. Juste de l'inquiétude. Je lui expliquai où je me trouvais, les mots coincés dans ma gorge. Il ne demanda pas de détails. Il n'exigea pas d'explication. Il dit simplement « J'arrive ». Moins d'1 heure plus tard, il entra dans la pièce. Même coupe-vent, même montre que je me souvenais avoir vue dans mon enfance. Même présence stable, toujours inébranlable. Il me regarda, vraiment regarda, et dit « Alors, ils t'ont enfin brisé aussi, hein ?» Je ne pus même pas répondre. Je hochai simplement la tête. L'infirmière revint avec des papiers pour une nouvelle série de tests. L'assurance en avait refusé une partie. Avant que je ne puisse protester, grand-papa sortit son portefeuille et signa sans cligner des yeux. Il ne fit pas de démonstration. Il ne me fit pas de leçon. Il s'occupa de tout comme si mon bien-être comptait plus que le coût. Puis il sortit un petit carnet. « Parle-moi de tes factures, dit-il. » Toutes. J'hésitai, mais sous son regard stable, je commençai à les énumérer une par une. Les détails cachés se révélèrent, les transferts à Mélissa, les loyers de Pej, l'assurance auto de maman, le prêt que je n'avais jamais signé mais que je portais pourtant. Chaque confession me laissait plus épuisée que la précédente. Il ne réagit pas avec choc. Il fit seulement un léger bruit dans sa gorge, déception mêlée de confirmation, et continua à écrire. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas invisible. Je ne me sentais pas comme un personnage secondaire dans l'histoire familiale de quelqu'un d'autre. Je me sentais vue, comme si mon épuisement n'était pas une faiblesse, mais la preuve de tout ce que j'avais porté seul. Quand il referma le carnet, il dit simplement « Alors on commence à couper ». Et je sus que ce n'était que le début. Grand-papa apporta mon ordinateur portable depuis le coin de la pièce, le posant doucement sur la tablette devant moi. « Voyons dans quoi ils t'ont embrouillé », dit-il, l'ouvrant comme un homme prêt à réparer un moteur cassé. Je me connectai, chaque clic pesant du poids de secrets que je ne voulais pas affronter. Les tableaux, relevés bancaires et historiques de transactions me regardaient fixement. Tout y était soigneusement organisé, mais m'épuisant silencieusement. Grand-papa se pencha, son stylo tapotant contre le carnet qu'il avait apporté en arrivant. La première ligne indiquait un virement récurrent à Mélissa, $200 toutes les 2 semaines, déguisé en aide d'urgence. Grand-papa leva les sourcils mais ne fit aucun commentaire. Il nota simplement le montant. La ligne suivante montrait le loyer mensuel de l'appartement de Pej, prélevé directement de mon compte. Puis la prime d'assurance auto de ma mère, débitée comme une horloge. Et ensuite le prêt, un prêt personnel avec mon nom en haut, quelque chose pour lequel je n'avais jamais postulé, jamais accepté. Sans doute Mélissa. Les paiements étaient prélevés automatiquement, siphonnant une partie de chaque salaire. Mon estomac se noua en parcourant les chiffres, réalisant à quel point je les avais laissés s'enraciner profondément dans ma vie. Mes mains tremblaient alors que je commençais à les couper un par un. Annuler le virement. Retirer le mode de paiement. Changer le mot de passe.
Chaque fenêtre de confirmation ressemblait à briser un maillon de chaîne, de petits clics résonnant plus fort que les machines autour de moi. Quand j'eus terminé, mon corps s'affaissa contre les oreillers, épuisé mais plus léger. Je regardais l'écran, les débits effacés, le silence soudain des obligations que je portais comme une seconde peau. Pendant des années, j'avais cru que les soutenir était une preuve d'amour, une preuve de loyauté. Mais la vérité me fixait maintenant en noir et blanc. Je n'étais ni leur fille ni leur sœur. J'étais une infrastructure. J'étais un système qui continuait à fonctionner jusqu'à ce qu'il se brise. Grand-papa referma l'ordinateur portable, sa main reposant un instant sur la mienne. Pas de leçon, pas de jugement, juste une confirmation silencieuse. Et alors que l'hôpital tombait dans le silence du soir, mon téléphone s'illumina du premier message en colère. Le premier message arriva avant minuit. Mélissa envoya une capture d'écran de son compte courant, le solde affichant $29, suivi de « Qu'est-ce qui se passe ? Répare ça ». Je le fixai, engourdi, avant de verrouiller l'écran. Au matin, ma boîte vocale était pleine. La voix de Paige tremblait d'un chagrin répété, « S'il te plaît, ne me punis pas pour des choses que je n'ai pas faites. Je t'aime. Je veux la paix. » Ces mots sucrés étaient pourtant chargés d'accusations. Le ton de mon père était plus sec, impatient, « Ce n'est pas comme ça qu'on règle les affaires de famille. Tu dois me rappeler immédiatement. » Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était un ordre. Puis le message de ma mère, calme et concis, et loin, « Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Appelle-moi quand tu peux. » Comme si elle n'était pas au courant depuis des jours. Comme si mon effondrement lui avait été rapporté comme un commérage dans une allée de supermarché. Les textos continuaient d'arriver. Les exigences de Mélissa devenaient plus audacieuses. Paige passait à de longs paragraphes sur le pardon. Mon père appelait en boucle, son nom clignotant sur l'écran jusqu'à ce que je doive retourner le téléphone pour ne plus le voir. Lorsque je fus autorisée à sortir, grand-papa me conduisit chez moi. Le soulagement de retrouver mon appartement dura quelques secondes seulement. À travers les stores, je vis des phares allumés dehors. La voiture de mon père. Il ne vint pas, ne frappa pas. Il resta là, le moteur ronronnant comme un avertissement. J'éteignis les lumières et m'affalai sur le canapé, chaque nerf tendu par la peur. Le téléphone vibra à nouveau sur la table, sa lueur traversant la pièce sombre. Je le mis en silence sans regarder. Pour la première fois, je sentis tout le poids de ce que j'avais fait, les couper, rompre des liens qu'il croyait indestructibles. La peur pressait ma poitrine. Mais en dessous, quelque chose de plus stable battait, la détermination. Et à mesure que la nuit s'approfondissait, les mots de grand-papa résonnaient, « Une fois que tu commences à couper, tu ne peux pas t'arrêter à mi-chemin. » Une semaine après ma sortie, grand-papa se présenta à mon appartement avec une enveloppe maniée sous le bras. Il ne s'assit pas tout de suite, me la tendit simplement avec une lourdeur dans le regard. « Tu dois voir ça, » dit-il. À l'intérieur se trouvaient des emails imprimés et des brouillons de documents d'un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. Les noms de mes parents y figuraient partout. Les mots se brouillèrent un instant, puis se précisèrent, « Requête pour une tutelle d'urgence. » Il prétendait que j'étais mentalement instable après l'effondrement, que j'étais irrégulière, incapable de gérer mes finances, nécessitant une tutelle temporaire. Mon père était désigné comme tuteur préféré. L'air devint glacé dans ma poitrine. Le silence m'avait tranché. L'indifférence m'avait creusé. Mais ceci était un vol plus profond. Il ne se contentait pas de mon argent. Il voulait mon autonomie, ma voix, le droit de décider qui j'étais. Grand-papa était assis en face de moi, les mains croisées. « Ils ont déjà fait ça », dit-il calmement. « Il y a des années, quand ton oncle a essayé de prendre ses distances. Ça n'a pas marché alors, et ça ne marchera pas maintenant, mais tu dois agir vite. » Il avait déjà pris un avocat. Ce soir-là, l'avocat se trouvait dans mon salon avec une pile de contre-documents. Nous avons déposé une réponse préventive, des lettres notariées de mes médecins confirmant que j'étais pleinement compétente, des vérifications d'emploi prouvant que j'avais pris un congé volontaire, des relevés financiers montrant une action délibérée, pas une instabilité. Ça n'a même jamais été au tribunal. Leur avocat s'est retiré, réalisant sans doute qu'on lui avait vendu une histoire familiale trop fragile pour être défendue. Quand la nouvelle est arrivée, je n'ai pas ressenti de triomphe. Je me suis sentie vide, comme si une ligne avait été franchie et qu'on ne pouvait jamais revenir en arrière. Les personnes qui m'avaient donné la vie avaient tenté d'effacer celles qui la vivaient. J'ai refermé l'enveloppe et l'ai mise de côté. Mais son poids s'enfonçait plus profondément que ne le pourrait jamais le papier, et je savais que ce n'était pas la fin. Ce n'était que l'acte suivant.
Il ne fallut pas longtemps pour que la campagne de diffamation commence. Mélissa fut la première, postant une vidéo tremblante, les yeux rouges et sans maquillage, sa voix vacillant alors qu'elle parlait de la difficulté de voir un frère ou une sœur se retourner contre ceux qui l'avaient élevé. Pêche suivit avec une version plus soignée, lumière douce, musique de piano en fond, disant que je faisais du mal à la famille et qu'ils essayaient seulement de m'aider à traverser mon moment sombre. La sympathie arriva rapidement. Les commentaires affluèrent sur leur page, les gens louant leur force, priant pour l'unité, me traitant d'égoïste sans jamais entendre mon nom. Pendant un moment, je me demandais s'ils avaient peut-être gagné. Ils avaient toujours été doués pour jouer ce rôle, et Internet adore une tragédie avec de jolis visages. Puis les fissures apparurent. Quelqu'un déterra l'ancien post Instagram de Mélissa, journée en famille sans drame, celui où elle m'avait tagué alors que j'étais encore alitée à l'hôpital. Les captures d'écran furent mises côte à côte avec sa vidéo en pleurs, et la marée changea. Les gens commencèrent à poser des questions. D'autres anciens posts refirent surface. Les tweets de Pêche sur les profiteurs qui feignent un traumatisme. La photo souriante de ma mère au dîner, prise la nuit où je m'étais effondrée. L'histoire qu'ils avaient construite s'effondra sous ses propres contradictions. En quelques semaines, les répercussions frappèrent. La boutique de Pêche fut inondée de demandes de remboursement jusqu'à ce qu'elle ferme son site. Les sponsors de Mélissa rompirent les liens, publiant des déclarations sur un désalignement des valeurs. Et mon père, autrefois si fier de sa réputation au travail, fut mis en congé après qu'un client eut transmis le fil viral aux ressources humaines. Leur image, l'arme qu'ils avaient toujours aiguisée contre moi, était brisée. Et alors que j'observais depuis le calme de mon appartement, je réalisais qu'il manquait de boucliers pour se cacher derrière. J'aurais dû m'attendre à un autre mouvement. Mais même alors, la mise en scène me stupéfia. Une photo apparut en ligne. Mes parents, Mélissa et Pêche, debout devant l'ancienne maison, les visages baissés, les bras liés comme des survivants d'une tempête. La légende disait, nous lui pardonnons. La famille, c'est pour toujours. Pardon. Le mot me frappa comme une gifle. Il m'avait abandonné dans un lit d'hôpital, moqué en public, tenté de voler mon autonomie au tribunal, et maintenant il se présentait comme des saints miséricordieux, prêts à m'accueillir si seulement je me repentais. Quelques jours plus tard, une lettre arriva. L'écriture de mon père s'étalait sur la dernière page d'un testament fraîchement rédigé. Tout, disait-il, passerait aux membres de la famille qui maintenait l'unité. J'étais officiellement déshéritée jusqu'à ce que je revienne et me réconcilie. Pendant un long moment, je fixais simplement le papier. Il y a des années, cela m'aurait écrasé le rejet ultime. Mais maintenant, le son qui sortit de moi n'était pas un sanglot. C'était un rire bas, surpris, puis montant jusqu'à ce que je doive poser la lettre. Je n'avais jamais voulu leur argent. Je n'avais toujours voulu qu'une seule chose, compter. L'avocat de grand-papa vint le lendemain matin. Ensemble, nous rédigions une renonciation légale à toute réclamation sur la succession. Nous ajoutâmes une interdiction de contact permanente, retirant chaque membre de la famille comme contact d'urgence ou parent proche. Chaque signature était un trait net. Chaque initiale, un cordon supplémentaire coupé. Quand j'eus fini, je pressai le stylo contre le bureau et expirai. Ce n'était pas un sentiment de perte. C'était la première fois que ma vie m'appartenait vraiment. 2 semaines plus tard, je fis mes bagages et grand-papa et moi prîmes la route vers les montagnes. Les montagnes s'élevaient devant nous comme une promesse, leurs pentes enveloppées de verre silencieux. Grand-papa conduisait d'une main sur le volant, l'autre posée sur un thermos de café, la même présence calme qu'il avait toujours eue à travers toutes les tempêtes. Quand nous atteignîmes le chalet, l'air semblait plus léger, comme si le poids que j'avais porté toute ma vie ne pouvait me suivre si loin. Nous nous installâmes dans un rythme qui n'appartenait qu'à nous. Je pris un travail à distance aux horaires flexibles, rien à voir avec l'emploi du temps frénétique qui m'avait autrefois gouverné. Mes matins étaient lents, café sur la véranda, livre ouvert sur mes genoux, silence seulement interrompu par le vent dans les arbres. Les après-midi signifiaient parfois une randonnée sur des sentiers étroits où le monde s'étendait vaste et indifférent, me rappelant à quel point le chaos derrière moi était petit. De temps en temps, mon téléphone vibrerait avec un message du passé. Un cousin demandant ce qui s'était réellement passé, un ancien voisin transmettant un lien vers une rumeur que ma sœur continuait de répandre en ligne. Je n'expliquais jamais. Qu'ils racontent leurs histoires. Qu'ils s'accrochent aux versions où j'étais cruelle et ingrate. Je n'avais plus besoin de me défendre contre leurs mensonges. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière la crête et que le chalet se remplissait d'or, je refermai mon livre et murmurai à voix haute la vérité que j'avais trop longtemps attendue pour revendiquer.
La paix vaut mieux que d'être aimé seulement quand on est utile.